Bonjour amis téléspectateurs, ravis de vous retrouver ce matin du 13 novembre 2023. Nous sommes ravis de vous accompagner jusqu'à 9h30 avec des thématiques et aussi des invités. Invité d'honneur ce matin, Kamal Wafi, il est architecte paysagiste très célèbre de par le monde pour ses réalisations urbaines d'une grande qualité. Aujourd'hui, il est invité par l'université de Béchar pour une conférence mais aussi un cycle justement d'ateliers et aussi une très belle exposition qui a connu la participation des étudiants de cette université en particulier. Tout un périple attend notre architecte en Algérie dans différentes wilayas du pays. Il en parlera avec de plus amples détails dans un instant sur ce même plateau, le temps de me rejoindre. Aussi, nous aurons l'occasion de marquer la journée mondiale de la sensibilisation au diabète. Nous avons choisi de recevoir les représentants d'une unité hospitalière en particulier, l'hôpital Lamine de Barine, qui est toujours mobilisé en faveur de la sensibilisation pour la santé publique. Il s'agit donc du docteur Sherazade Zemali qui viendra nous parler du diabète ce matin. Dans cette émission, nous recevrons aussi notre ami Hasna Zoubeiri qui nous parlera de prévention routière et justement nous allons appuyer son intervention ce matin par la participation d'une association qui œuvre depuis pas mal de temps à la prévention touristique, j'allais dire routière, bien sûr. Il s'agit de Tariq Salama. Bien sûr, ce titre sûrement vous rappelle quelque chose. Oui, un justicier des temps modernes, je dirais, quelqu'un qui a essayé d'apporter énormément à cette prévention routière. Il s'agit de l'Azoni Allah Yarhamou. Et justement, c'est l'exemple suivi par tout l'ensemble des adhérents à l'association de prévention routière Tariq Salama. Merci encore une fois d'être avec nous, mesdames, messieurs. Je vous souhaite de passer d'agréables moments en notre compagnie. Et tout de suite, comme d'accoutumé, un point météo. Il est signé aujourd'hui Amal Aribi qui nous a manqué depuis quelque temps. Allez, c'est parti. موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Bonjour, bonjour. Bonjour. Ça va, Amel? Ça va, merci. Contente de vous retrouver. Ah bah, pareillement. Ça faisait un moment. Oui, ça fait un moment. Le congé, ça fait du bien? Ah oui, franchement, oui. On vous vous êtes reposé. Exactement. Ah bah, oui. super. Alors, on va vous faire travailler ce matin. Bah, avec plaisir. Maliche, vous nous en voudrez pas? Maliche. Très bien. Que nous disent les cartes par rapport au temps? Ah bah, franchement, ça fait pas vraiment plaisir. Hein. Oh, Quand oui, je regarde sais, vous ça. aimez la pluie, le Ouais. froid. Non. On s'en rappelle. Ah oui, oui. Ouais, ils Quand on sont voit pas du encore soleil au partout, rendez-vous. ouais, non. Voilà, trop Bah, beau. on y va, il y a des personnes qui peuvent nous envier pour ce temps. Ah bah, mais- pas moi non plus, non, pas Très vraiment. bien. Alors, que nous disent justement ces cartes? Ah oui, il y a le soleil partout. Je le vois. N'est-ce pas? Pour un mois de novembre. Voilà, mea culpa. Mea culpa, mais Ah, bon. oui. Qu'en est-il alors avec plus de précision, s'il vous plaît? Merci Radia. Eh bien, bon réveil à tous. Eh bien, pour aujourd'hui, excepté de la brume matinale durant cette matinée sur les côtes ouest centre également vers l'intérieur et les hauts plateaux de l'Est, eh bien, le ciel restera généralement dégagé sur tout le nord du pays. La moitié sud, excepté un ciel souvent voilé vers le sud-ouest, eh bien, partout ailleurs, le soleil s'en donnera à cœur joie. Et à noter des zones de sable, cette fois-ci, tout au long des frontières algéro-maliennes et le Sahara central. Les températures, eh bien, elles seront hors saison. Pour un mois de novembre, eh bien, le minimum 22 degrés du côté de Constantine, également à Albier de Djelfa, 25 degrés à Tizi Ouzou, à Naba, 26 à Alger, également Oran, 28 degrés à Tlemcen, 23 à Batna, également Tiaret, au sud 26 Gardaya, Biskra, 29 à Tamanrasset, 28 Janet, également Béchar, 32 Tindouf, Adrar, Insalah, 27 à Elizi, 35 à Ingezem et 36 degrés le maximum à Borj Bedjimourtar.
La mer aujourd'hui eh bien, se montrera plutôt calme sur les côtes ouest, peu agitée sur les côtes centre et est avec des vents faibles 10 à 20 km/h sur toutes les côtes de secteur ouest sur les côtes centre et est du pays. Et bien sûr, en termes de bulletin avec l'éphéméride pour aujourd'hui, eh bien, le soleil se couchera vers 17h41. Et pour plus d'informations, bien sûr, vous pouvez consulter les sites de Météo Algérie. Passez une excellente matinée avec la suite des programmes sur Canal Algérie et à tout à l'heure midi. موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Merci infiniment pour tous ces détails. Je vous souhaite une excellente journée. Excellente journée, Radia. Excellente journée également à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Dans Bonjour d'Algérie, nous allons tout de suite entamer cette émission avec une tradition qu'on a instaurée depuis près d'un mois, depuis les bombardements sur Gaza, bien sûr. Nous rendons hommage à la population razaoui et aux Palestiniens et aux martyrs de la Palestine de manière générale. Bien sûr, tout de suite, c'est un collectif algérien. Ils sont chanteurs lyriques et ils ont tous les quatre décidé d'enregistrer un numéro plus tôt. Voilà, je bafouille, mais pardonnez-moi. Une chanson justement inspirée du patrimoine palestinien, et voici leur interprétation, et tout de suite dans un instant. والشتا رواني والصيف لما تا ولع من نيراني بيضل عمر فدا نذر للحرية بيضل عمر فدا نذر للحرية يما مويل الهوى يما والشتا رواني والصيف لما أتى ولع من نيراني بيضل عمر الفتى نذر للحرية بيضل عمر فدا نذر للحرية يما مويل الهوى يما ضرب الخناجر ولا حكم النادر فيا يما مويل الهوى يما مويليا ضرب الخناجر ولا حكم النادر فيا
C'était un collectif algérien de chanteurs lyriques qui reprenait une chanson du patrimoine palestinien. À l'instant, vous aurez reconnu probablement un de nos invités qui est passé justement, qui a rendu un vibrant hommage ici même à la Palestine, Mohamed Yassine Yahyaoui en l'occurrence. Et tout de suite, voilà, nous recevons notre premier invité, Kamal Wafi en l'occurrence. Il est architecte paysagiste, il sillonne le monde et il offre son propre regard à différents espaces urbains, donc qu'il façonne au gré de son imaginaire et de sa créativité. Donc merci infiniment d'être avec nous. Bonjour. Bonjour, avec plaisir. Comme Voilà, toujours. j'imagine que vous êtes content. Vous résidez, pour ceux qui ne le savent pas, à Berlin depuis de nombreuses années, Ouais, mais vous effectuez énormément de voyages, d'allers-retours vers l'Algérie ces derniers temps à l'occasion d'une exposition itinérante. Oui, elle a eu lieu à Alger, elle a eu lieu à Batna, ma Oui. ville natale, elle a eu lieu à Oran. Tout à fait. Et ça m'a permis aussi de renforcer des liens avec des copains, des amis, la famille, de venir souvent. Oui, voilà. Donc après Berlin, Batna, Alger, Oran et Tunis, elle va marquer une escale à Béchar cette Oui, fois-ci. oui. Quand j'ai discuté avec les professeurs Abdelrazak Briani de Béchar, je leur ai promis Oui. de venir Mhm. et je ne voulais pas les décevoir. Donc, Oui, vous parlez de décevoir parce qu'il est vrai que nous sommes tous touchés par l'actualité qui est la plus brûlante du moment, c'est-à-dire les événements de Gaza Oui. en l'occurrence et la barbarie qui sévit là-bas. C'est vrai que les artistes n'ont pas le cœur à faire autre chose. J'ai parlé à des musiciens, à des plasticiens et tous n'arrivent pas à Oui, faire sur- des... Voilà, Et surtout que moi, mon exposition, elle est basée sur la rencontre de l'Orient et l'Occident, de Oui. tout ce qu'on a, si vous voulez, en commun. Et donc, je ne peux pas parler de cela, si vous voulez, quand les Palestiniens sont massacrés chaque jour, les bébés sont massacrés chaque jour, les civils sont massacrés chaque jour, et la majorité de l'Occident, ils disent c'est un droit de se défendre. Et Voilà. donc, c'est pour ça que moi, j'ai mis en veilleuse maintenant cette exposition. Elle ne va pas aller à Paris, elle ne va pas aller, si vous voulez, à Grenade. Et on va attendre comment le développement se fait. Et Voilà. Et j'imagine combien ça vous coûte, parce que Grenade, c'était quand même, voilà, c'est un petit peu une source d'inspiration pour vous, parce que les jardins orientaux ont été au cœur de vos créations. c'est un peu ce qui nous donne en commun, ce Absolument, travail. absolument. Et à Grenade, j'étais vraiment très, très impressionné de pouvoir placer mon travail là-bas. C'est un peu un sacré pour chaque paysagiste. Oui, absolument. Mais je me suis dit que ces temps-ci, on doit avoir un peu du temps de dépenser pour les autres. Absolument. Mais les gens de Béchar, je ne voulais pas les décevoir. J'ai Oui. gardé ce rendez-vous. Pourquoi? Parce que les étudiants ont travaillé maintenant quelques mois sur mon exposition. Ils l'ont produite. On a fait des discussions au téléphone, en Zoom et tout. Et je ne voulais pas les décevoir, puisqu'on voulait faire un workshop et tout. Ils se sont préparés. Je me suis dit, cet événement du Moyen-Orient ne Oui. doit pas aussi nous rendre la vie tellement difficile. Et on doit, si vous voulez, aussi répondre à ces jeunes Oui. et femmes et hommes. Ce sont pour des que la- étudiants en architecture, donc c'est le département architecture, Oui, c'est le département architecture, voilà, oui, de la faculté de technologie de cette université. Voilà, comme on n'a pas de paysagiste Oui. de formation, donc c'est les architectes qui s'occupent de cela et on a prévu de faire un workshop et ils vont placer cette exposition à l'intérieur Oui. de l'université, on va l'inaugurer et en Oui. même temps, je voulais rendre service à ces jeunes. Voilà, des jeunes, vous disiez, qui ont participé à un travail collectif, parce que c'est vrai que cette exposition prend parfois l'âme de l'endroit où elle Bien se sûr, déplace. oui, Vous placez des arabesques assez particulières. On peut en parler davantage. Décrivons davantage ce concept. Oui, les arabesques, si vous voulez, c'est une forme dans le paysagisme sur les haies qui est recherchée à travers tout ce qu'on a eu à partir de Al-Hamra jusqu'à aujourd'hui. C'est toujours notre inspiration. Comment est-ce qu'on place les haies, comment on place les surfaces minérales, comment on place les surfaces végétales et tout. Et ces arabesques que j'ai développées, c'est des éléments, si vous voulez, où chaque individu, n'importe
de n'importe quelle culture, il se reconnaît un peu dans cela. Et ça, c'est le plus important. Absolument. Vous ouvrez justement le bal lors de cette rencontre avec les étudiants de Béchar, avec d'abord une conférence, parce qu'ils attendent, j'imagine, impatients. Ils sont impatients de découvrir votre vision, votre perception du monde végétal, votre perception du paysage urbain. Oui, et c'est pour ça qu'il y a toute une tournée que je fais. D'abord, ça va être à Béchar, après ça va être à Batna, et après ça va être à l'université de Constantine, et ça va être clôturé à Alger, avec M. Akli Amrouche, que vous connaissez, de Vidéville, et un collègue paysagiste, M. Laribi aussi. Architecte également, donc qui gère vraiment la revue qui est dédiée aux architectes chez nous. Oui, et Laribi Ghanem, c'est un paysagiste aussi. Et on va se rencontrer le 25 ici à Alger et on va faire ce qu'on appelle un masterclass. Ça veut dire que des étudiants, des professionnels vont venir chez Vidéville et ils vont commencer à exercer un peu sur une place qu'on a choisie à Alger. Et on va faire des discussions très intensives et après l'après-midi, on fera, si vous voulez, une conférence aussi qui portera un peu sur mon travail. Mon travail, si vous voulez, où j'exprime dans ces conférences la façon de pouvoir décrire les places d'une façon littéraire. Que chaque individu qui n'est pas paysagiste, qui n'est pas architecte, puisse comprendre notre approche. Et vous avez d'ailleurs développé toute une littérature que vous avez accouchée, comme disent vraiment dans le jargon des littéraires, dans des essais qui parlent d'architecture, mais aussi qui humanisent cette architecture. Bien sûr, parce que l'usager, c'est la femme la plus importante et les enfants pour nos paysages. Absolument. Et c'est pour ça que j'ai développé des histoires, si vous voulez, ou des jeunes filles, ou des jeunes hommes, ou bien des couples, qui racontent ces histoires, comme par exemple à la place des Martyrs. La place des Martyrs, c'est la rencontre, si vous voulez, c'est des éléments qu'on vit pratiquement dans toutes les villes en Algérie. Les jeunes femmes et les jeunes hommes se rencontrent chacun dans son coin, les personnes âgées, si vous voulez, et les gens, si vous voulez, ils changent de place selon, si vous voulez, le soleil et selon l'ombre. Et j'ai raconté cela d'une manière, si vous voulez, littéraire. Et ça a plu à énormément d'éditeurs, donc on a publié cela dans beaucoup de livres. Et ces présences prises de haut, par exemple, avec une vue aérienne, pourraient modifier le paysage à chaque fois. Bien sûr, effectivement. C'est ainsi que vous les voyez. Donc vous avez justement dans ces essais, ils sont au nombre de 8. Elles sont au nombre de 8, ces places dont vous parlez. Donc à la place des Martyrs, il y a à Berlin, donc j'ai du mal à prononcer. Winterfeldplatz. C'est une place, si vous voulez, où il y a un marché chaque samedi et c'est très connu. Ça veut dire, on dit que les gens vont dans cette place pour se faire voir, pour que les autres les regardent. C'est un peu cette chiquerie, si vous voulez. Et c'est une place qui a énormément de culture par rapport, si vous voulez, à ce qui se fait chaque jour dans la ville. Voilà, il y a une pause au milieu de l'agitation à Hanovre, un moment de détente et de contemplation, place l'Opéra. Oui, ça c'est un concours que j'ai gagné et ça raconte un peu cette histoire, si vous voulez, de la place et avec un élément végétal et avec un élément minéral. Et surtout, dans mon travail, si vous voulez, je travaille énormément avec ce qu'on appelle une ballerine, ça veut dire le ballet. Et dans cette place, si vous voulez, les haies, ils expriment, si vous voulez, cette façon de danse. Les haies, si vous voulez, elles sont penchées, elles sont placées l'une à côté de l'autre et en face de vous, il y a l'opéra. Il y a des gens qui dansent. Excellent. Donc voilà, donc il y a aussi un autre lieu culturel et artistique, Cassel. Oui, c'est la ville, la Documenta. C'est une des plus grandes institutions d'art. Et quand j'ai gagné ce concours, j'étais le seul paysagiste. Je m'excuse auprès des artistes. Je m'excuse auprès des artistes. Pour nous, c'est bien. Hein, on est fiers d'avoir quand même un paysagiste, architecte algérien qui nous honore aussi bien lors de ces compétitions. Et on a gagné ce concours parce qu'on a prévu, si vous voulez, que cette place est complètement accessible. Et surtout, à ce moment-là, quand on avait fait le concours, il y avait une très grande discussion. Est-ce que dans les places, on va avoir juste des cafés et des terrasses? Ça veut dire que si vous voulez vous asseoir à la place, il faut payer. Mais nous, on avait dit non et on a développé, si vous voulez, une mixture entre les terrasses de café et des bancs et des éléments, si vous voulez, où l'individu peut venir, il peut s'asseoir toute la journée, il n'est pas obligé de payer. Mais en même temps, une belle réflexion sur l'art contemporain dans l'urbain aussi. Ça aussi, parce que j'ai essayé un peu de développer les fables de Grimm qui sont dans les sculptures, si vous voulez, en bronze, qui expriment aussi
beaucoup cette impression que les Allemands ont de Versailles. Ils disent que toujours M. Louafi, il a fait une place qui ressemble à Versailles, mais non, elle ne ressemble pas à Versailles. C'est une place qui est accessible de partout. Mais simplement, cette idée, si vous voulez, des jets d'eau, c'est vraiment quelque chose de très intéressant pour la population. Et jusqu'à aujourd'hui, hein, Oui. après tant d'années, la place est énormément aimée, elle est énormément utilisée, en hiver, en été. Bien sûr, en hiver sans l'eau, Oui. c'est juste pour venir contempler. Absolument, mais c'est justement pour l'harmonie de Voilà. cette, comment dire, de cet espace réfléchi par vous et imaginé comme ça avec vos propres repères, comment dire, et votre propre héritage. Donc là, on va passer à la dernière place, le Luxembourg. Oui, c'est le dernier concours que j'ai fait un peu dans une grande ville, c'était au Luxembourg. C'est une place, si vous voulez, qui est très intéressante. Pourquoi? Parce qu'elle est au-dessus d'un parking. Et c'est un peu le problème qu'on va avoir dans toutes les villes en Algérie, dans toutes les villes dans le monde, c'est qu'on va avoir toujours des parkings, si vous voulez, souterrains. Et dessus, il faut créer, si vous voulez, un espace Absolument. contemporain et un espace qui est accessible pour tout le monde. Et cette place, elle est devenue merveilleusement accessible, merveilleusement respectée, parce que les gens n'ont pas du tout imaginé qu'au-dessus d'un parking, une place peut être conçue de cette façon, avec énormément de gazon, avec des plantes. Un hymne à la vie, tout court, Voilà, un hymne à voilà, la vie. ouais. Donc, et donc voilà, vous êtes là pour raconter toutes ces belles aventures, toutes ces belles histoires à ces jeunes qui sont friands d'apprendre tout par rapport au paysage. Transmission du Voilà, savoir. la transmission se fera donc à l'université Tahri Mohamed Béchar, Tahri Mohamed à Béchar, et donc avec la participation des étudiants en architecture et en urbanisme. Donc le 14, on a dit qu'il y aurait donc la conférence intitulée La passion du paysagiste, c'est ça? Oui, il faut leur injecter, si Et vous voulez, il y a cette passion. un film aussi qui sera projeté. Donc. Oui, il y a un film qui sera projeté aussi, qui montre comment créer des places et des parcs aussi. Très bien. Et puis le 14 toujours, il y a le vernissage de cette exposition, donc des arabesques dont on parlait. À votre santé. Pardon. Voilà. À votre santé. Ça peut arriver. Oui. Alhamdoulilah, merci. C'est bien quand on prend C'est cela bien comme ça. gentil. Oui. Oui. Voilà. Oui, mais c'est Donc, les étudiants qui vont composer cette excusez-moi. exposition. Oui. Moi, je ne vais pas leur dire où est-ce qu'ils placent cela. Je l'ai Très fait bien, j'ai fait cela dans mes expositions. Mais maintenant, puisque c'est eux qui ont produit cela, qui ont coupé cela, Le montage, ils vont faire le montage voilà. eux-mêmes. Et après, on va faire un petit workshop. Je Très vais leur bien. dire ce qui m'a plu, ce qui ne m'a pas plu, Voilà. pour qu'ils apprennent. Un Voilà. regard critique qui se fera le 15 et le 16. Donc ces workshops sur l'exercice d'aménagement, selon un séminaire ayant lieu au sein du département d'architecture et dont on a parlé. Ouais. Voilà. Et après, j'irai à Batna, ma ville natale, et M. Ahmed Mansouri, c'est un professeur de l'université de Batna, organise une petite conférence avec mon travail et on va un peu raconter aux étudiants à peu près la même chose, mais d'une autre manière. Très bien. Autant à Constantine aussi, j'imagine. Oui, On va rappeler peut-être les dates, si vous le permettez. Donc, Oui. le 21 novembre, vous serez donc à Batna, c'est ça? oui, le 21 novembre, ça va être à Batna. Voilà. Et puis à Constantine, le 22. Oui, le lendemain, oui. Ah, bah c'est Oui. speed, hein? Non, Ça va vite. Non, mais c'est 1h30 de Mais c'est Batna. pas loin, c'est pas Non, loin. c'est Donc, 1h30 Batna de Batna, Constantine, oui, c'est oui. pas très loin. Donc, Ouais. Et puis le 25, vous revenez sur Alger. 21 rue Abn Ramdan, c'est Oui, bien la ça? vie des villes, oui. Et M. Akli va faire une publication pour inviter les gens à venir participer à ce masterclass. Ça veut dire que les gens vont recevoir un diplôme de notre part à la fin, avec une signature de Ranem Laribi, qui Oui. est paysagiste, Kamel Louafi, paysagiste, et Akli Amrouche. Et on va encadrer ces jeunes, ces femmes et ces Oui. hommes, on va les encadrer du matin de 9h Oui. jusqu'à 15h. Oui. Et ils vont dessiner cette place, nous on va leur donner des conseils et tout, et on fera une conférence après l'après-midi. Excellent. Donc, en tout cas, j'espère que vous y prendrez plaisir, M. Ah oui. Kamal Wafi. C'était un plaisir de vous recevoir comme à chaque fois. Donc, bon vent pour ce périple algérien. Merci. Voilà, j'espère que vous apprécierez et le voyage et les rencontres et bien sûr cet échange que vous aurez certainement avec les étudiants. Tout de suite, nous allons continuer de parler de nature, de continuer de parler de paysage, mais à travers des arbres centenaires que recèle l'École nationale d'agronomie. Donc notre reporter s'est baladé dans les dédales de cette université doublée d'un grand jardin qu'on découvrira tout de suite avec plaisir.
L'École nationale supérieure agronomique est un véritable sanctuaire pour des arbres centenaires et exotiques. Les étudiants de l'école côtoient et profitent de la ramure et l'ombrage de ces spécimens. Certains de ces arbres se tiennent fièrement malgré les années qui pèsent sur leurs branches. Le docteur Boucher Brahim nous fait découvrir avec passion l'histoire et l'origine de certains de ces arbres. Parler des jardins botaniques, ici même à Alger, globalement nous avons 3 jardins botaniques. Le jardin botanique ici même de l'École nationale supérieure agronomique, le jardin botanique d'Essé, jardin du Hamma, et aussi le jardin botanique de la faculté centrale d'Alger. Auparavant aussi, par exemple, pour chaque jardin, il y avait des spécificités à mettre en place, des choix à accomplir. Le choix qui a été mis en place à l'École nationale supérieure agronomique, c'est de faire adapter certaines variétés, certaines espèces d'agrumes, certaines espèces productives d'arboriculture, mais aussi certaines espèces sylvicoles, et des espèces productives, notamment certains chênes. Au niveau de l'école, au niveau de son carré botanique, nous avons une allée de chêne liège qui est une espèce particulièrement méditerranéenne, une espèce algérienne qui existe dans 8 pays du monde entier. Vous connaissez un peu les vertus, vous voyez un peu ce sujet qui est majestueux, qui a un diamètre d'environ 80-90 cm. C'est un arbre qui est utilisable aujourd'hui pour la récolte de liège en Algérie et nous arrivons quand même à avoir ce genre de collection encore chez nous pour mieux expliquer aux étudiants un peu l'importance de ces essences naturelles qui poussent chez nous et qui ont une plus-value économique certaine, notamment le liège. On peut par exemple prendre l'exemple des allées des Washingtoniens qui a été mise en place au même titre que l'allée des Washingtoniens au jardin d'essai. Vous avez donc des sujets qui sont centenaires, comme ceux aussi du jardin d'essai. Vous avez les 2 espèces qui sont la Washingtonia filifera qui a un tronc relativement plus large que l'espèce robusta, encore plus bas. C'est une allée qui fait environ 500 mètres et vous pouvez voir un peu la beauté de mettre en place l'alignement, voilà, en respectant un peu le style des jardins français. Hein. Nous sommes aussi face à une autre espèce qui est le frêne. Le frêne excelsior, c'est une espèce aussi qui a été introduite dans certaines villes algériennes. Nous avons aussi un spécimen qui a facilement 100 ans, qui est centenaire aussi. Vous pouvez voir aussi la beauté de cet arbre qui donne de l'ombre. L'espèce est très utilisable, très convoitée pour son bois, qui reste un excellent bois. Et c'est une espèce aussi à promouvoir chez nous. C'est-à-dire même si l'on veut introduire aujourd'hui certaines espèces, nous pouvons faire des choix, de choisir certaines espèces qui ont déjà montré leur adaptation au biotope et au climat de notre région écologique et ainsi pouvoir les mettre en place dans l'arboriculture. Toujours dans la même thématique de parler d'arbres centenaires, notamment les espèces autochtones et natives de chez nous, nous pouvons voir derrière moi les 2 individus de l'espèce du pin pignon. Vous pouvez voir quand même que ce sont des arbres qui sont immenses, qui ont une circonférence très intéressante aussi. C'est un arbre qui produit ce qu'on appelle aujourd'hui l'épine, très recherchée cette espèce pour ses fruits qui sont très comestibles et qui sont aujourd'hui très convoités dans le monde entier par rapport au prix. C'est ce que nous envisageons faire aussi dans le barrage vert. C'est une espèce aussi qui donne beaucoup de réflexion aujourd'hui dans le développement de l'arbre et son utilité pour la société rurale et la société et le domaine secteur socio-économique. En plus des espèces autochtones natives d'Algérie, nous avons aussi même à l'école certaines espèces qui sont exotiques, comme à l'exemple de Dracena draco, l'arbre au son du dragon. Cette collection existe en allée dans le jardin botanique d'Alger, d'Al Hamma. Et nous avons aussi 2 spécimens parallèles en symétrie, 2 spécimens symétriques qui sont ici même à l'école. L'espèce aujourd'hui retrouve une difficulté à se multiplier dans son aire naturelle, les îles Canaries, et vous pouvez constater de vos propres yeux que l'espèce est parfaitement adaptée. C'est aussi une espèce de collection qui a été introduite au même titre que toutes les autres espèces exotiques qui ornent cette école. L'histoire des végétaux est un monde sans fin qui nous surprendra toujours. Et nous apprenons à quel point ces êtres vivants peuvent être forts et fragiles à la fois, ainsi que la lourde responsabilité qu'a l'humanité dans la sauvegarde et la protection de la vie sur Terre.
Voilà, on va parler également de sauvegarde, de préservation de la santé publique avec notamment le docteur Shahrazad Azamali qui vient de me rejoindre. Elle représente l'hôpital ou CHU Lamine Bedbarine à Alger et bien sûr elle est maître assistante au service diabétologie. Bienvenue à Bonjour d'Algérie, on est ravis de vous recevoir. Ravi aussi d'être parmi vous. Voilà, ravi également de pouvoir marquer, grâce à votre présence, cette journée mondiale qui est consacrée essentiellement à la sensibilisation du grand public à la charge croissante de cette maladie, plus la présentation de toutes les stratégies mises en œuvre dans les différentes régions du monde pour éradiquer ou peut-être au moins réduire le danger du diabète. Effectivement, donc depuis, je dirais 1991, donc cette journée a été créée donc le 14 novembre donc de chaque année. Donc, en commémoration donc, de l'anniversaire du scientifique donc, qui avait inventé l'insuline. Donc, cette invention qui avait donc, changé le pronostic de cette maladie en maladie mortelle donc, au départ, à une maladie chronique, mais auquel donc, le risque qui est résiduel, c'est les complications au long cours. Et qui, nous, professionnels de la santé, donc, avec donc, le grand public, avec donc, les autorités, donc, essayons de réduire donc, ce risque et de prévenir donc, l'apparition de la maladie ou bien l'apparition de ces complications. Absolument. Donc l'hôpital Lamine Bedbarine a une tradition dans ce sens. Tous les éléments de l'hôpital se mobilisent. Exactement. Le 14 donc, actuellement, plus de 20 ans, Oui. donc à l'occasion de cette journée, donc l'hôpital, en l'occurrence donc notre service donc de diabétologie, donc sous l'égide de la direction des activités médicales et paramédicales, donc essayons d'avoir des journées, donc disons portes ouvertes au grand public, durant lesquelles donc, on essaye de sensibiliser, d'informer et surtout d'entendre les préoccupations de nos patients donc, concernant cette maladie. Voilà, donc c'est une maladie, on a l'impression qu'elle est connue, mais souvent, j'imagine, lorsque vous avez ces rencontres avec le public, vous réalisez à quel point on ne la connaît pas toujours assez bien. Il existe toujours des ignorances donc, concernant la maladie. Donc, surtout donc, la gestion des traitements, la gestion des situations d'urgence, le mode de vie. Parfois, les patients ignorent ce qu'ils doivent manger ou éviter. On a souvent certaines fausses idées par rapport donc, à cette maladie qu'on essaye à chaque fois de corriger, de guider les patients pour qu'ils puissent surtout accepter la maladie et vivre avec. Voilà, pour bien vivre avec la maladie ou pour bien l'appréhender, il faudrait d'abord la connaître. Donc c'est ce que vous essayez un petit peu de faire lors de ces rencontres avec le grand public où vous intervenez en tant que médecin et praticien de la santé. Vous-même, vous allez peut-être avoir une conférence à transmettre. Exactement, donc mardi, ce sera demain, Inchallah, voilà, on sera le demain, 14. Inchallah, le 14. Donc le personnel donc, du service, donc on s'est partagé des tâches donc, afin de transmettre des informations, surtout concernant déjà les symptômes de la maladie. Il faut que les patients et l'entourage, parce que c'est une pathologie, vous savez, c'est une pathologie très fréquente. En Algérie, les chiffres officiels parlent de 4 millions de diabétiques, alors que donc, ça sous-estime en fait la situation actuelle, parce qu'un patient sur deux ignore qu'il est diabétique. C'est par le fait que c'est une maladie à début silencieux. Donc on a des symptômes qu'à un stade un peu évolué de la maladie. Donc les gens déjà, il faut qu'ils sachent les facteurs de risque de la maladie. Donc avant que la maladie ne se déclare. En termes de pourcentage, on est à quel pourcentage en Algérie par rapport aux atteintes Alors les dernières statistiques, on est à 14%. 14% de la population adulte. Parce qu'en fait, on a les deux types, le type 1 et le type 2. Le type 2, c'est le plus fréquent généralement quand on parle de diabète, on vise le diabète de type 2. Donc, c'est la population adulte. On est à plus de 14%. Donc, les derniers chiffres. Et c'est énorme. C'est quand même beaucoup. C'est quand même énorme. Voilà, c'est une maladie qui peut atteindre les plus jeunes sujets comme les adultes. Donc, on va parler justement de ces types 1, type 2 que vous venez de citer pour un petit peu expliquer aux téléspectateurs de Bonjour d'Algérie ce matin en quoi consiste cette différence. Exactement. Donc la différence déjà, c'est le mécanisme de
de la pathologie. Le diabète, si on veut le définir, c'est une hyperglycémie chronique, c'est-à-dire on a une élévation du taux de glucose dans le sang de façon soutenue, de façon chronique. Et cela peut À être... quoi sert justement la glycémie, le glucose? Le glucose, quel est son en rôle fait, et pourquoi est-ce qu'il devient dangereux quand il est en quantité importante dans le sang? Alors le glucose, c'est un substrat énergétique pour notre corps. C'est un peu l'essence, le carburant donc, par lequel toutes les cellules, tous les tissus de notre corps fonctionnent. Mais il doit être régulé. Donc à l'état normal, on a des glycémies qui avoisinent les 1 gramme, ne dépassent pas les 1 gramme et quelques. D'accord? Et lorsqu'on a une défaillance généralement hormonale, c'est l'insuline, donc qui est l'hormone qui régule donc la glycémie, c'est la seule hormone qui fait baisser la glycémie. Lorsqu'on a des défaillances, soit en quantité, c'est-à-dire on n'a pas suffisamment d'insuline ou bien que cette insuline n'est pas correctement fonctionnelle, ce qu'on appelle l'insulinorésistance, donc le corps résiste à l'action de l'insuline, on a cette augmentation progressive de la glycémie et qui au long cours devient néfaste au tissu, pour le corps. Pour le corps, effectivement. Donc là, on en arrive à classer type 1, type 2. Alors, qu'en est-il justement? Type 1, type 2, c'est les types les plus fréquents parce qu'il existe d'autres types, ils sont rares, ça relève vraiment du spécialiste. Si on parle du type 1, c'est facile, on dit c'est une carence absolue en insuline, c'est-à-dire le pancréas n'arrive plus à sécréter de l'insuline parce que dans la majorité des cas, il est détruit, il est attaqué par des auto-anticorps, d'accord, du corps humain. Généralement, ça survient, donc c'est juvénile, ça survient chez l'enfant ou le jeune adolescent et c'est inévitable. Donc ça survient du jour au lendemain, c'est inévitable et le traitement, c'est l'insuline. Là, c'est très on facile. est insulinodépendant. Voilà. On est insulinodépendant, on doit donner de l'insuline pour survivre, pour faire fonctionner tous les organes du corps humain, j'imagine. Voilà. Qu'en est-il du type 2? Le type 2, c'est un mécanisme un peu plus différent. Alors, le type 2, dire diabète de type 2, c'est généralement l'obésité, la sédentarité et tout, qui fait que l'insuline, elle est là, mais il y a une résistance à son action. C'est-à-dire au niveau tissulaire, au niveau du muscle, au niveau du tissu adipeux, l'insuline ne fonctionne pas correctement. Donc, malgré qu'on ait donc, la quantité qu'il faut d'insuline, mais on n'arrive pas à faire baisser la glycémie. Les conséquences sont les mêmes. Donc, on a l'hyperglycémie qui, si elle est soutenue dans le temps, elle est chronique, on arrive au stade des complications. Très bien, donc j'imagine aussi que l'obésité ou bien sûr le surpoids sont à l'origine un petit peu de l'apparition du diabète de type 2. Voilà, ça marche. Voilà, la pandémie de l'obésité et la pandémie du diabète de type 2, donc ça marche ensemble. D'ailleurs, quels sont les autres facteurs déclencheurs? Les autres facteurs, on a le facteur âge. Donc plus on avance dans l'âge, plus on a plus de risques de faire un diabète de type 2. On a le facteur génétique. Donc si on a déjà l'héritage, si on a des parents, des frères et sœurs qui sont diabétiques, on a plus de risques d'avoir du diabète. Et puis, on a les facteurs de l'environnement qui sont l'alimentation, la sédentarité, le tabac, le stress. Émotionnel, le choc émotionnel, le stress, aussi, exactement, peut déclencher cette dysrégulation. Très bien. Donc, voilà, on n'est pas à l'abri donc d'une atteinte par le diabète. Donc, comment est-ce que on va se rendre compte qu'il est là ou peut-être se prémunir ou avoir justement les éléments de défense nécessaires, c'est-à-dire quelle est la meilleure attitude préventive? La meilleure attitude préventive, déjà, premièrement, c'est le dépistage. Déjà, si on a des facteurs de risque, on se connaît avoir des facteurs de risque, il faut à partir d'un certain âge, de 40-45 ans, commencer à faire des bilans régulièrement, donc chaque 6 mois, chaque année. C'est simple, c'est peu coûteux, on fait juste une glycémie à jeun et donc on pourra déjà se situer, est-ce qu'on est dans le diabète, le prédiabète ou on a donc un taux de glucose qui est normal. Après, il y a aussi le volet préventif, c'est de lutter contre ces facteurs de risque modifiables surtout. Donc, lutter contre la sédentarité, avoir un mode de vie sain, donc une réduction du poids, une activité physique régulière. Sport. Voilà. Tout ça permet de retarder ou de prévenir carrément l'apparition du diabète de type 2. Excellent. Donc voilà un petit peu, mais quels sont les signes avant-coureurs? Comment est-ce qu'on peut se dire « Ah, j'ai peut-être un diabète », mais vraiment les signes qui peuvent
être vraiment, comment dire, révélateur de cette présence? Le premier signe, le signe le plus typique d'ailleurs, il est connu par la majorité des personnes, c'est ce qu'on appelle le syndrome polydypsique. C'est-à-dire le patient, il reçoit une sensation donc, intense, plus fréquente d'aller uriner, avec une soif intense compensatrice. Donc il boit beaucoup, il urine beaucoup, donc il se lève même la nuit pour uriner 2 à 3 fois. Et donc ce signe, à lui seul, doit alerter déjà le patient pour consulter. On a d'autres signes, on a l'amaigrissement lorsqu'il est involontaire, on a les maux de tête, le vertige, donc une sensation de fatigue générale, etc. C'est des signes non spécifiques, mais lorsqu'on a des facteurs de risque devant ces signes, il faut s'alerter, il faut aller consulter. Très bien. Donc voilà, est-ce qu'on peut parler maintenant de la femme enceinte? La femme enceinte, souvent, et voilà, lors d'une grossesse, on peut détecter la présence d'un diabète chez la femme enceinte. Comment est-ce qu'on doit systématiquement rechercher cela, ou est-ce que c'est à l'apparition des signes que les médecins réagissent par rapport à une grossesse? En fait, la particularité chez la femme enceinte, c'est qu'il y a un danger imminent déjà sur l'enfant et sur la femme en elle-même. Donc on a de plus en plus tendance à dépister. Donc on n'attend pas, les signes. Il y a 2 attitudes. Il y a le dépistage universel, donc toute femme enceinte au premier trimestre déjà, donc à la découverte de la grossesse, on fait une glycémie à jeun pour voir donc déjà est-ce qu'elle a déjà un problème métabolique au niveau de la régulation du glucose ou non. Et puis pour les femmes qui sont à risque, même si la glycémie à jeun au premier trimestre elle revient normale, si la femme elle est à risque, donc elle est âgée, elle a déjà des macrosomes, elle a déjà fait des diabètes gestationnels dans les grossesses antécédentes. On fait un deuxième dépistage au début du 3e trimestre à l'aide de ce qu'on appelle l'HGPO, donc une hyperglycémie provoquée par voie orale. Donc elle ingère une quantité de glucose et on prend sa glycémie 2 heures après pour voir si la réponse du corps elle est normale à la charge de glucose ou non. Voilà, une question m'a échappé tout à l'heure, docteur. Tout à l'heure, quand on parlait de différence entre le type 1 et le type 2, le type 1, on est insulinodépendant, mais qu'en est-il du type 2? Est-ce qu'on en guérit? Est-ce qu'on est en phase intermédiaire avant le type 1? Et qu'en est-il exactement? En fait, les 2 mécanismes sont différents, c'est-à-dire il n'y a pas une continuité entre le type 1 et le type 2. Mais par contre, le type 2, l'avantage, c'est que s'il est diagnostiqué à un stade un peu précoce, on peut se contenter au départ juste des modifications du mode de vie. Donc juste un régime avec une activité physique peut faire l'affaire au départ. Après, s'il y a échec à ce premier palier thérapeutique, on passe au traitement, ce qu'on appelle le traitement oral, les antidiabétiques oraux. Et là aussi, on a des paliers, donc une escalade thérapeutique. Vers la fin, parfois, on sera amené à donner aussi de l'insuline pour un diabétique de type 2. Guérir d'un diabète, c'est très rare de dire guérir d'un diabète, sauf s'il y a des causes qui ont déclenché et qu'on règle cette cause, donc ce facteur étiologique. Mais on peut vivre juste avec, comme je le dis à mes patients, 1 comprimé, 2 comprimés, donc ça n'altère pas vraiment leur qualité de vie. Oui, ça ne perturbe pas beaucoup. En revanche, certaines personnes atteintes d'un diabète de type 2 sont orientées vers le paramédical. Quand je dis paramédical, c'est plutôt la médecine par les plantes. Et on suggère souvent aux patients de le recours à des tisanes, à certains remèdes, des anciens, des recettes comme ça. Est-ce que vraiment c'est... Comment la médecine... Bon, personnellement, je déconseille cela à mes patients. Il y a 2 raisons pour cela. Déjà, on ne connaît pas les interactions entre les médicaments qu'ils sont en train de prendre et ces plantes, entre guillemets, médicinales ou tisanes. D'autre part, ça peut avoir des effets secondaires graves. On peut avoir des hypoglycémies très réfractaires. Donc, ils peuvent avoir une baisse, donc au contraire, une baisse très importante de la glycémie qui peuvent amener les patients vers un coma ou vers le décès carrément, ou avoir aussi des effets néfastes sur leur rein ou leur autre organe. Donc, il faut vraiment
pas prendre ces plantes sans l'avis de leur médecin. Voilà, on a parlé du diabète, ça veut dire que les diabétiques aujourd'hui sont concernés par cette séquence. On va terminer par des recommandations de la part d'une spécialiste en la matière, des recommandations pour les diabétiques qui ont déjà vraiment recours à l'insuline. Quelle est la meilleure hygiène de vie et quels sont vraiment les moyens de subsistance pour eux? Recours à l'insuline, déjà première idée, il ne faut pas avoir cette peur, cette appréhension par rapport psychologiquement, c'est un petit peu par rapport à effrayant. l'insuline. Il faut savoir que c'est une arme thérapeutique comme les autres. Et si le médecin donc indique l'insuline, c'est parce que le type que vous avez il nécessite, ou bien le stade du diabète où vous vous situez nécessite une insulinothérapie. Donc il ne faut pas appréhender par rapport à l'insuline. C'est, je dirais, c'est un médicament comme tous les autres, avec des effets secondaires, avec des précautions d'emploi. Si on les respecte, donc on respecte les prérogatives donc données par les médecins, généralement c'est voilà, il faut suivre les recommandations et ne pas avoir peur. Ne pas avoir peur. C'est ce que je comprends. Et donc psychologiquement, il faut être fort. Il faut peut-être qu'on a besoin. Il faut accepter. Si vous sentez que vous êtes faible, peut-être qu'il faut avoir recours à un psychologue. Donc la prise en charge psychologique, elle est très importante chez les diabétiques, quel que soit le stade. Et puis il faut savoir que avoir de l'insuline ne sous-estime pas l'importance des autres règles, donc les autres armes thérapeutiques. Donc j'insiste toujours sur les règles hygiéno-diététiques, donc le mode de vie, l'alimentation, l'activité physique, tout ça, ça contribue donc à avoir une vie normale. Une vie normale, voilà, si on veut dire, donc et éviter surtout les complications redoutées. Voilà, merci infiniment, docteur. Voilà, ça a été très instructif ce matin. Je rappelle que vous êtes le docteur Shahrazad Zomali, maître assistante au service diabétologie de l'hôpital CHU Lamine Bedebarine à Alger. Merci infiniment. Merci, vous interveniez ce matin à l'occasion de la journée mondiale de sensibilisation au diabète qui aura lieu dès demain à travers le monde entier sous recommandation de l'OMS. Donc merci infiniment. Merci à vous. Merci à tous ceux qui sont avec nous et qui peut-être ont suivi avec moi cette dernière question. Et bien sûr, le recours à l'automédication, est-ce recommandé? Ne l'est-il pas? C'est ce que nous verrons dans ce reportage. Il est signé Yasmine Belheija. L'idée de se faire traiter sans passer par la case médecin ne semble pas gêner certains. Antalgiques, vitamines et même certains antibiotiques font l'objet d'automédication. Un geste banal, mais loin d'être anodin. Pourtant, beaucoup affirment avoir déjà pris des médicaments sans l'avis de leur médecin. Oui, effectivement, on observe plus de 80% de la population qui achète sans ordonnance. Donc, une fois qu'ils ont quelques petits symptômes, on va dire, donc une petite toux, une petite fièvre mais vraiment bénigne, ils se retrouvent à demander des antibiotiques. Très peu de la population donc, se dirige vers le médecin, on peut voir donc on va dire dans les 20%. 20% donc sont encore conscients et demandent l'avis de leur médecin. سقسي لا فارماسي نقول له كيما نقولوا هاني نكح ولا كشعفسه هكذا هو يعطي لي الدواء بلا ما نظل نروح للسبيطار. En effet, prendre des médicaments pour calmer des douleurs ou soigner un rhume peut être une solution rapide. Néanmoins, demander l'avis d'un médecin reste nécessaire pour un meilleur diagnostic. دابا كي يكون المرض زعما غراف ولا سي نورمال نروح للطبيب باش يمد لي دواء باسكو ماشي مليح نخلطوا في دوابات. مي اذا كان المرض زعما سامبل توجعني حاشاك درستي ولا راسي ولا جوغ دواء تاعهم باينين تسمى هذاك الدواء كنت شربته من قبل ولا نروح ديراكتومون نقول لهم مد لي هذاك الدواء ونشربه. Quand ils ont des grippes, quand ils ont des petites, surtout le mal de dents. Le mal de dents, une fois qu'ils ont un tout petit peu mal à la dent, au lieu d'aller voir le médecin pour éviter l'abcès dentaire, pour éviter une cellulite, ils se retrouvent à demander des anti-inflammatoires. On essaye de leur expliquer au maximum, mais ils préfèrent avoir recours à l'automédication que de se diriger vers le médecin. Ils disent que c'est une perte de temps et qu'il va juste leur donner l'antibiotique qu'ils sont venus acheter. Non, إذا كانوا يديروا بزاف لازم نروح للطبيب بيان سور. إذا كانوا يديروا خفاف نروح للفارماسيان ديريكت. يكون إذا كان الدواء كان باين وكشغل ديجا سيتو من قبل ديريكت نروح للفارماسيان. إذا كان الدواء جامي سيتو لا نروح للطبيب. Prendre un médicament sans ordonnance peut masquer certains symptômes et fausser l'interprétation du médecin. Le pharmacien reste un conseil à ne pas négliger en cas d'automédication.
Moi, je dirais qu'il est préférable, c'est vrai, d'aller voir un médecin, parce que le médecin est seul, peut-être qu'il y a un autre problème, peut-être qu'il y a une autre maladie, peut-être qu'il y a une autre infection. Donc, on ne peut pas définir nous-mêmes, par exemple, quand il y a une grippe, un état fébrile, on prend Doliprane, on prend le paracétamol, on connaît tout ça. Mais ça dépend, parce qu'actuellement, c'est un peu difficile de définir. Il y a la grippe qui est en train de faire son plein. Il y a les angines, il y a les pharyngites, il y a les... Alors, meilleur conseil, c'est de revoir son médecin, d'aller voir le médecin. C'est vrai que, bon, médecin, comme la visite actuellement, elle est un peu chère, les gens mal couchent. Moi, je pense que aller voir un médecin à l'hôpital gratuitement et Rabbi yjib shfa. Prendre un médicament pour ses maux de tête ou son mal de gorge est un geste courant pour certains. Mais pour d'autres, cela peut présenter un danger. C'est pourquoi il est vivement recommandé de demander conseil à un professionnel de la santé avant toute médication. Voilà, j'espère que les téléspectateurs d'aujourd'hui suivront avec beaucoup d'intérêt cette recommandation de la part de Yasmine Belhidja. Tout à l'heure, nous avions parlé de ces arbres centenaires qui étaient à l'École nationale d'agriculture, bien sûr à l'occasion du passage chez nous de Kamel Louafi, donc ce grand paysagiste et architecte. Je voulais juste informer les étudiants qu'il y a une rencontre d'entrepreneuriat qui est prévue justement à l'ENA à partir d'aujourd'hui jusqu'au 15, c'est-à-dire ça s'étalera sur 3 jours. J'espère que vous en profiterez pour rencontrer de potentiels employeurs ou alors avoir l'expérience du recours à l'interview, du recours aussi à la préparation en amont d'un éventuel recrutement. Donc merci à tous ceux qui sont avec nous depuis le début. Nous vous avions promis au sommaire que nous allions parler de prévention routière avec des invités qui vont suivre, mais aussi avec Hasna Zoubeiri qui nous a habitués dans sa rubrique Safety Road à des recommandations très précieuses quant à la sécurité routière. Bonjour Hasna. Bonjour Aladia. Ça va? Oui, en forme ce matin? Et vous, ça vous va, avez souffert du trafic routier comme moi? Énormément. Aujourd'hui, c'est le bouquet. Ça a été très difficile de parvenir à destination. Oui. Autant pour moi. Donc voilà, au milieu de tout cela, il y a parfois des dépassements, de mauvaises manœuvres dangereuses. Absolument. Il se passe beaucoup de choses quand il y a comme ça une densité du trafic routier. Exactement, c'est tout le monde qui est pressé d'arriver, que ce soit au travail ou déposer ses enfants à l'école. Donc automatiquement, les heures de pointe, c'est très difficile, oui. Voilà. Difficile aussi de maintenir un seuil de civisme pour certains. Et donc, cela nous amène un petit peu à la thématique d'aujourd'hui. C'est comment préparer le citoyen à être civilisé sur les routes. Donc, on appelle ça une éducation routière. Tout à fait, Radia. Alors, c'est la thématique d'aujourd'hui. Donc, j'avais choisi que ça colle un peu avec l'actualité. J'avais choisi l'éducation routière qui a été intégrée cette année dans le programme scolaire, que ce soit sur les 3 paliers, donc primaire, CM et lycée. Ah, je pensais que c'était juste seulement pour le les cycle primaires. Oui. Pareil pour moi, mais finalement, quand Mhm. j'ai fait le reportage, non, finalement, c'est les 3 paliers qui sont concernés, bien sûr, à des degrés différents. On s'intéresse aux enfants par rapport au feu tricolore, passage piéton, des trucs vraiment basiques. Et plus grand, on s'intéresse aux motos, on s'intéresse à la conduite. Voilà. Sont un peu, comment dire, très attirés par la vitesse, très attirés par, C'est normal, et c'est normal, ça va avec l'âge, donc on s'adapte à chaque palier, on s'adapte, c'est un programme qui est spécial, voilà. Excellent. Donc, je pense que vous avez préparé un reportage en ce sens. Donc le reportage a été tourné dans la wilaya de Msila, dans 2 écoles primaires. Et moi, j'ai été très surprise de voir vraiment tous les moyens qui sont, malgré le peu de moyens qu'on trouve malheureusement dans nos écoles primaires, mais j'ai vu la volonté de ces directeurs d'école et des enseignants aussi qui mettent beaucoup de volonté pour réussir un petit peu le pari. Réussir le pari et faire... c'est un défi en fait, Radia, c'est un défi que j'espère qu'il va être réussi, Inch'Allah, pour cette nouvelle génération. Voilà, et pour toutes les écoles que compte le pays et à travers les 58 wilayas, Inch'Allah.
L'intégration de l'enseignement de l'éducation routière en milieu scolaire durant l'année scolaire 2023-2024 se fait graduellement dans tous les établissements scolaires à travers le pays. Une matière qui concerne tous les élèves des 3 cycles d'enseignement. L'objectif est de leur permettre de connaître les règles de circulation routière ainsi que les moyens de prévention et de sécurité routière. Cette matière permettra de sensibiliser les élèves aux dangers de la route et d'apprendre à partager l'espace routier. إشارة التوقف قلنا على المركبة الخفيفة قلنا هي ماذا؟ قصير الدراجة العادية الدراجة العادية وكذلك إسلام أو الدراجة النارية أدمجت هذه المادة ضمن مادة التربية المدنية. L'éducation routière a été intégrée dans l'éducation civique. Nous essayerons à travers cette matière de faire connaître à nos enfants les différents types de dangers routiers. Nous avons le chauffeur, l'accompagnateur ainsi que le piéton. Cette matière est enseignée 1 à 2 fois par semaine. إذا كان على حسب مستوى التلاميذ قد تكون حصة لكل حالة حصة أو حصتين في الأسبوع. L'intégration de cette matière dans le programme scolaire cette année intervient suite à la recrudescence des accidents de la route en Algérie, une matière qui leur servira dans leur vie quotidienne. Nous avons constaté une bonne interactivité des élèves avec l'éducation routière. الأطفال لاحظ هذه الصورة ماذا نسمي هذا؟ Outre la promotion des bonnes pratiques, l'enseignement de cette matière contribuera également à développer une conscience des dangers de la route chez cette nouvelle génération. Lors de notre visite à cet établissement scolaire du cycle primaire dans la wilaya de Msila, nous avons constaté que les élèves ont vite adopté cette nouvelle matière. Afin de faire connaître aux élèves les bonnes pratiques de la circulation routière et aussi pour diminuer les accidents de la route en Algérie, le ministère de l'Éducation a intégré cette nouvelle matière dans le programme scolaire cette année. تعلمنا أن نحترم إشارات المرور وتعلمنا أن نحترم إشارات المرور ولا نقطع الطريق وهي الإشارة الخضراء ونحترم الشرطي. عندما أريد أن أقطع الطريق أذهب إلى ممر الراجلين وبعدها عندما أقطع الطريق أنظر يمينا وشمال. Il est question essentiellement des cours intégrés au programme scolaire, mais également des activités complémentaires impliquant des associations et les corps de sécurité œuvrant à l'élaboration de supports dans des brochures et des affiches de sensibilisation pour les élèves. Voilà, préserver les rêves de ces petits bouts de chou, c'est un petit peu l'objectif de cette grande campagne lancée depuis le mois de septembre dernier, donc dans les écoles. Tout à fait, il y a une grande campagne qui a été menée par la DNSR, donc la Délégation nationale à la sécurité routière, qui dépend du ministère de l'Intérieur depuis 2 ans. Donc c'est une campagne qui vise à justement préserver la vie de nos petits, notamment à l'approche de la rentrée scolaire. Donc ça a commencé au début du mois de septembre et ça continue tout au long de l'année scolaire, Inch'Allah. La sécurité routière est aussi le combat mené par une association, l'association Tariq Salama, dont les représentants nous ont rejoints à l'instant. Et bien sûr, elle est sur le terrain, cette association, depuis 1995. Vous imaginez depuis le temps toutes les réalisations qui ont été faites dans le
le but justement de préserver la santé du citoyen sur nos routes. Et bien sûr, j'ai plaisir à présenter les représentants de cette association, en l'occurrence son président, M. Bouraba Hossein, bienvenue. Merci beaucoup pour l'invitation. Ouais, on est ravis de vous recevoir et bravo pour tout ce que vous faites pour nous. Merci. Et puis, bienvenue également à M. Ben Hlima Messoud, qui est là, à ma droite, secrétaire général de l'association. مرحبا بك, bienvenue. الله يبارك فيك, شكرا جزيلا, شكرا لكل متتبعي القناة الجزائري. Et on est ravis de vous recevoir, ainsi que Saifullah Bahri, ici même à ma droite également, donc président de la section nationale motocycle Tariq Salama, donc une section qui a été créée tout récemment, n'est-ce pas? Tout récemment. Oui, donc, un plus pour la prévention routière. Un plus pour la prévention c'est l'une des plus jeunes sections, hein, oui. on dira. Oui. Voilà. Oui. Je reviens à vous dans un instant, le temps justement de laisser Hasnan nous donner l'essentiel de ses découvertes par rapport justement à l'introduction à l'école de cette éducation routière. En fait, on sait très bien que le futur, c'est pour les petits. Donc, la nouvelle génération, il faut investir sur cette nouvelle génération. D'où la nécessité aujourd'hui et la réflexion du gouvernement d'intégrer cette nouvelle matière dans le programme scolaire radien. Moi, je trouve que c'est une initiative à saluer. Et il faut aujourd'hui aussi éventuellement mettre un peu beaucoup de volonté, notamment par rapport aux enseignants qu'on a vu. On a vu cette petite école et ces petits boukchous qui étaient adorables, oui, c'était mignons. MC là. Franchement, moi, j'ai trouvé vraiment, j'ai pris du plaisir à faire ce reportage, tout simplement. Il y avait, ils sont très accueillants, ça se voit. Très accueillants, et puis même les petits, ils se sont bien intégrés avec le caméraman et tout. Donc voilà, donc c'était une école qui a fait parler d'elle déjà à la rentrée. Oui, elle a fait beaucoup de buzz à travers sa tenue unifiée. Donc la tenue unifiée qu'aujourd'hui, j'espère qu'on va adopter dans toutes les écoles algériennes. Voilà. Ben, qui sait, peut-être que ça arrivera. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que voilà, pour ceux qui nous suivent ce matin, on sait maintenant, et moi je l'ignorais, que l'éducation routière est bel et bien lancée depuis le début de l'année, mais pas seulement dans le cycle primaire, mais même dans les autres secondaires et le lycée. Et le lycée. Et le lycée, moi j'ai dit à différents... Je veux dire le collège et le collège. Oui, le collège et le collège, ben oui. Oui, tout à fait. Voilà, donc différents... on a vu sur le VTR, donc il y avait... Dans le VTR, donc on a vu les écoles primaires, donc c'est des petits conseils. Passer à travers le passage piéton, respecter les feux tricolores, faites attention quand les voitures passent, il ne faut pas jouer dans les routes. Voilà, des petits conseils comme ça. Mais sinon, pour des paliers plus importants, notamment pour les adolescents, les motos, les voitures, on essaye de voler les clés à ses parents, de s'initier à la conduite et tout. Donc voilà, donc ça va être des conseils beaucoup plus important que le primaire. Absolument. Donc, si on est arrivé à l'introduction justement de l'éducation routière dans nos écoles, c'est grâce aux efforts de la société civile, entre autres, et des différentes associations qui œuvrent sur le terrain depuis pas mal de temps. Vous y êtes vraiment depuis plusieurs décennies. Et est-ce que vous avez, dans vos recommandations à chaque fois, est-ce que vous posez le problème de l'éducation en général ? Est-ce que vous avez déjà demandé à ce qu'il y ait éducation dans l'école par rapport au danger de la route? Oui, bien sûr. Depuis 2011, on a fait beaucoup d'efforts, on a fait beaucoup de lettres au Premier ministre, au Président de la République. C'est vrai, il y a une loi, et ils n'ont pas voulu l'appliquer à l'époque. Ils n'ont pas voulu l'appliquer, et pourtant c'est une très bonne chose pour nos enfants à l'avenir. Absolument, c'est très important. On ne peut pas faire la prévention routière avec des chauffeurs comme actuellement. Absolument. Voilà. Absolument. Il faut une stratégie à long terme. Absolument. À long terme, c'est pas à court terme, c'est bon. C'est l'anarchie. C'est l'anarchie. Mais à long terme,
On en a préféré, on a combattu. La BAC, elle fait beaucoup d'efforts. La dame, je la félicite. Vraiment, elle est efficace sur la prévention routière. Je vous ai connu un psy là. Tout à fait. Un psy là, on a fait un bon travail. J'ai fait moi le séminaire les 3 jours avec M. Houssine. Mais je me demande, la loi, elle existe depuis 2003. C'est grave, 2003. Oui, absolument. Tout le monde mais c'est bizarre. Il y a eu enfin application de cette loi. Elle a été donc voilà par l'introduction justement à l'école. Aujourd'hui, ce qu'on voit sur les routes. Ce qu'on voit sur le retour aujourd'hui, c'est en fait le manque et l'absence de cette éducation routière depuis des années. Donc, on a pris conscience, même si tard, mais vaut mieux tard que jamais, même si on a pris tardivement cette décision d'intégrer cette nouvelle matière dans les écoles algériennes, c'est justement pour faire éduquer et donner une bonne base aux futurs conducteurs de demain. Donc ça va être les enfants d'aujourd'hui, ça va être les conducteurs de demain. Absolument. Donc vaut mieux leur donner une bonne base, une bonne éducation routière et j'espère que ça va changer dans quelques années. Le parc routier change, il est en pleine mutation. L'introduction de la moto en est la preuve. On va interroger le plus jeune de la section. Motocycle, voilà, même au sein de l'association, les choses évoluent puisque depuis 1 année et demie, on a créé cette section. À votre avis, pourquoi? Donc voilà, c'est parce que le taux des accidents a augmenté. Voilà, lié en 2022, en statistique 2022, c'est 20%. D'accord. Les motocycles, les responsables. D'accord. Donc, une section motocycle parce qu'on est des spécialistes dans le domaine. Vous êtes vous-même conducteur de moto, n'est-ce pas? Vous êtes motard. Oui. Donc, qu'est-ce qui vous choque le plus quand vous êtes sur la route par rapport aux usagers justement des motos et même ceux des véhicules par rapport aux motards? Le problème en Algérie, c'est même les conducteurs de voitures ne respectent pas les motocycles. Donc il faut faire des déviations sans clignotant, sans klaxon. Donc c'est pas toujours les motocycles sont des responsables des accidents. Donc même les autres, même les routes, même. À mon avis, on va baser beaucoup plus sur le pratique. Côté pratique. C'est l'enfant, on travaille avec l'enfant beaucoup plus pratique. D'accord. La vie pratique. Donc il faut sortir les enfants, leur montrer, à chaque fois qu'il y a une occasion. Voilà le feu rouge, voilà le motocycle, voilà la tenue, voilà le casque. Il faut baser à côté les moyens, pratique. Les accessoires de protection sont très importants et souvent on fait fi de cela, on met de côté les accessoires. C'est vrai qu'il y a certaines campagnes de sensibilisation aujourd'hui qui sont menées, que ce soit par Tariq Salama ou par la Sûreté nationale, dans des grands événements, que ce soit au niveau de la capitale, c'est au 5 juillet généralement ou à la Sablette. Donc, essayer de faire sortir un peu quelques écoles pour leur faire découvrir, justement, de toucher, de se rapprocher de ce qu'on parle en théorie. C'est vrai, c'est très intelligent de faire ce genre de trucs, mais ce n'est pas vraiment très évident, parce qu'il y a un manque de moyens, il faut faire déplacer beaucoup d'écoles, beaucoup d'élèves et tout, donc ce n'est pas vraiment évident. Aujourd'hui, ce qu'ils font pour les motocycles, moi je trouve, personnellement je ne savais pas, je viens de savoir que Tariq Salama vient de créer cette section. On a 300 adhérents. Oui, c'est très bien. On avait parlé à la DSI, si vous vous souvenez, on avait parlé des motocycles et leur implication dans les accidents de la circulation il y a quelques semaines de cela, durant le mois d'octobre. Voilà. Il a oublié de dire qu'en fait, il y a un manque de voies qui est dédiée aux 2 roues aujourd'hui en Algérie, sur les routes algériennes. Il n'y a pas de voie spécifique. C'est vrai qu'il n'y a pas une voie spécifique qui est dédiée aux 2 roues, pas seulement le non-respect des automobilistes aux automobiles, parce qu'on les voit du mauvais œil malheureusement,
du mauvais œil. Donc voilà, donc il y a aussi cette voie qui n'est pas dédiée aux deux roues. Et d'ailleurs, j'avais appelé, j'avais lancé un appel aux autorités. Et quand il manque cette voie, donc imaginons, on est dans un pays où ça n'existe pas. Il y a aussi un manque de circuit aussi. Quelle est la voie la plus recommandée pour les motocyclistes? Voilà. Est-ce qu'il faut qu'ils conduisent à droite? Est-ce qu'il faut qu'ils soient à gauche? Est-ce qu'il faut au milieu? Comment doivent-ils à droite. Non. Généralement, c'est à droite. Non, c'est ma question. À gauche. C'est faufiler entre les lignes. Côté chauffeur et على الريتروفيزور Oui, parce qu'on ne voit pas bien. الكوتي On a fait l'angle mort. Voilà. وحبيت نوصل الميساج. Il manque des circuits fermés pour les sportifs. Voilà, ce que j'ai dit d'ailleurs, oui. Pour maîtriser un petit peu parce que les chauffeurs تاع الموطو يحبوا la vitesse. C'est ça. Donc يديروا لهم des circuits هكا fermés وين يسي la vitesse خير اللي يخرج C'est mieux l'autoroute. voilà. Même véhicule léger, même véhicule Voilà, léger. يحب يسي la vitesse Il y a يروح aujourd'hui, je pense, circuit. deux ما كاش في circuits. الجيري ما كاش كامل. Si, il y a celui de Sidi Abdallah. Non? صغير. C'est petit. Il parle de vraiment À l'échelle nationale, il faut à l'échelle nationale. Pour chaque wilaya, il faut un circuit. Voilà, j'espère que votre appel sera entendu. En tout cas, on revient un petit peu à cette association. Mais le problème, madame, oui, un problème de plus, il y a un autre problème. Bon, le motocycle actuellement, elle est à 20% des accidents de la route. Actuellement, nous avons un autre problème. C'est la trottinette, je crois que la trottinette électrique, c'est un massacre. D'accord. Actuellement, c'est un massacre. Il y a beaucoup d'accidents de genre, surtout à Blida. Manque de maîtrise de cette... Oui, c'est des jeunes, c'est des... Vraiment, il faut... C'est des il faut prendre des voilà. décisions. À l'époque, à l'étranger, elle est réglementée. interdite. Elle est réglementée en fait, oui, c'est vrai. Un de vos moyens justement pour combattre tout cela, c'est la sensibilisation. Et vous faites de la sensibilisation tout au long de l'année. Tout récemment, vous l'avez faite sur 8 wilayas. Donc il y a eu des journées de sensibilisation. On peut peut-être en parler avec vous, Monsieur Smahlia, Ben Hlima, pardon, Msaoud. Donc voilà, donc il y a eu quand même cette sensibilisation par rapport aux motocycles, je pense. Sur 8 wilayas, vous avez même distribué des accessoires gratuitement à des jeunes qui ont pris part à ces journées d'études, c'est bien ça? Des casques, des accessoires. Alors vous avez ciblé quel wilaya en particulier? Bon, de toute façon, لما نتكلم على ثقافة المرور بصفة عامة. في الحقيقة نأسف كثيرا لأن قضية الثقافة المرورية هي قانون المرور قانون عالمي. وهذا اللي ما فهموش المواطن الجزائري. المواطن الجزائري لابد أن يعي كل الوعي على أساس أن قانون المرور هو قانون عالمي. وثقافة المجتمع مازالت بعيدة كل البعد. تكلمتوا على كل حال على الطرقات وتكلمتوا على الدراجات النارية إلى غير ذلك. فهنا لابد هناك من تخصص لأن علاه احنا المشكل الان كما قلتي في التحسيس والتوعيه الى غير ذلك، احنا مشكل هو مشكل سلوك كومبورتمون. لا سلوك متهور. هذا السلوك المتهور كيف نقضي على السلوك المتهور؟ ونحن بصدد لما القانون المرور اللي راكم تكلمتوا ب 2003 هو في الحقيقه كان في 67 في المرسوم نتاعو راه في 67 خرج، ولكن ما طبقش الى يومنا هذا. والآن لأن الطفل لماذا؟ الطفل عندما ينشأ وش هي الحلول اللي فكرت فيها طريق السلامة يعني بشكل يعني خاص؟ الحلول اللي تقترحوها أنتم نعم، احنا نقترحوها. أولا قبل الآن في المدارس لابد يكون لهنا وشنو هو توعية. احنا نشوفوا مثلا على سبيل المثال باساج كلوتي يعني ممر راجلين، للأسف الشديد نساوه. هنا في الجزائر نساوه ما عندناش باساج كلوتي، ما عندناش يعني على كل حال ممر راجلي، وبالتالي هذا هو المشكل اللي مطروح. حتى يعني سائق السيارات الراجلين ممكن يكونوا يعني سبب في الابليكاسيون دي بيتون في حوادث كثيره واللي اكثر من ذلك. الان هو المدرسه ما كانش المدرسه والاسره تفكت من بعض لان علاه حتى الاسره الان نعطيك على سبيل المثال حاجه بسيطه جدا. الطفل باش يروح يقرا على 8 لازم ينوض على 7:30، يعطوا له 5 دقائق هذيك يلبس بالسرعه فيت رابيد اكسيتيرا.
يخرج يركب السياره مع باباه يلقى السلكي راسه يبدا يسب يبدا يعيط يبدا كذا من هذه الكلمات يبدا يدير اخطاء نقولوا على الاخطاء اكثر من اكثر يسب وكذا وانت كذا وانت كذا. واش قدمنا للطفل؟ وي نزيدوا نلحقوا للباب تاع المدرسه. وي فلكذلك نلقاو الحارس علاه جيت روطار وكذا ومنا نفس الشيء يزيد يدخل القسم. شوف يعني السلوكات بسيكولوجيكمون. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. نعم. هذا هو المثال. واش خلقنا من الطفل هذا؟ الطفل هذا لما وصلناه للمدرسه وصلناه على اساس انه اغريسيف يعني عدواني. هذه العدوانيه هذه منين احنا اللي خلقناها له من الدار حتى للمدرسه، ثم بعد ذلك يخرج من المدرسه ايضا ثاني كذلك واش يتلقى في الشارع ثاني كذا خلينا كذا منا لهنا لازم يجوز هو الاول لازم يطبع لازم كذا. ابسوليومون. سيدتي الفضيله لابد هنا من رجوع الى بناء شخصيه مثاليه. هذه الشخصيه المثاليه كيف نبنيها؟ نبني الشخصيه المثاليه على اسس تربويه، وهذا اللي يلعب دور تاعو شنو هي المدرسه والاسره، ثم بعد ذلك نتغلب على المحيط. إن شاء الله. نرجعوا لحسنة زبيري. Hasna Zoubeiri, donc voilà, il va dans le sens de votre intervention aujourd'hui, monsieur Messoud Ben Halima. Merci. On vous remercie parce que c'est un complément d'information par rapport à cette éducation routière. L'école doit jouer un rôle, mais c'est vrai qu'au sein de la famille, il y a un rôle qui doit être joué par les parents qui souvent sont un mauvais exemple et c'est ce que disait monsieur Ben Halima pour leurs enfants. Il y avait une campagne il y a quelques années qui a été menée, qui a été en fait un spot publicitaire qui passe chez nous, d'ailleurs à l'ENTV aussi, donc qui parle aussi de cette éducation parents-enfants. Donc il y a un petit enfant qui monte avec son papa en voiture. Alors le papa il commence à faire plein d'erreurs, donc à commencer par ne pas mettre la ceinture de sécurité, à l'époque n'était pas obligatoire, commencer à dire n'importe quoi en route en conduisant et ainsi de suite, ne pas respecter les piétons quand ils traversent. Et à un moment donné, lorsqu'il dépose son enfant devant l'école, le petit dit « Mais papa, vous savez, t'as fait beaucoup d'erreurs. T'as fait beaucoup d'erreurs parce qu'en fait, il avait vu autre chose. Où il a entendu autre chose, que ce soit à l'école ou ce qu'on lui a enseigné. Oui, il y a les campagnes de la DGSN aussi qui sont régulières. Voilà, donc il y avait ce vide en fait entre ce qu'il a appris à l'école, ce qu'il et lui a beaucoup de contradictions avec tout à fait, et ce qu'il est en train de voir réellement. Absolument. Voilà, donc c'est l'enfant qui appelle à l'ordre. Et non pas le contraire, c'est pas le papa qui donne le bon exemple. Donc aujourd'hui on parle de civisme routier à Radia. Donc j'espère que cette éducation, donc cette nouvelle matière va donner vraiment des résultats. Parce qu'aujourd'hui on voit que malheureusement tous les efforts qui sont fournis par les associations, par nous aussi qui sont sur le terrain, soit journalistes ou autres, ne donnent pas vraiment les résultats escomptés. J'espère que aujourd'hui cette nouvelle matière va donner des conducteurs de demain plus civilisés, plus courtois sur les routes. Voilà, parce que la courtoisie est très importante. Peut-être qu'elle va rectifier le tir par rapport à ceux qui sont d'aujourd'hui et qui continuent de sévir. نعطيك على سبيل المثال الرادار وإشارات المرور لي بلاك سيناليزاسيون. احنا نشوفوا مثلا البلاكه راهي تقول لنا نمشيو 100. علاش نمشي 120 و150 و160؟ هذا الانسان هذا واش نصنفوه؟ مريض ولا ماهوش مريض؟ ساوي ولا ماهوش مريض؟ non seulement يمشي 120 كما قلت etc. ويقلق اللي قبلوه parce qu'il l'oblige à soit aller plus vite soit se rabattre. c'est dommage. زيد بالاضافه الى ذلك تكلمت على الرادار مثلا. الرادار يروح هو رادار راه يقول اللافتة الإشارة هذه صديقة الإنسان. سيناليزاسيون سي لامي دو كونديكتور. لكن المشكل وين؟ ثم هو يجي باش يربح 10 دقائق ربما ربع ساعة. شوفي رايح يتعطل تقريبا نص ساعة، يزيد يخلص 400,000 يروح له البيرمي دو كوندوير. C'est ça Medina aujourd'hui. هذا c'est bien de le rappeler. وي هذا الإنسان هذا كيفاش نصنفوه؟ احنا وشنو هو؟ طريق السلامة. ومادام راهو الرئيس موجود لهنايا، احنا نطلبوا ان بسيكولوج
وطبيب نفساني وطبيب عقلي اللي كي كما نقولوا احنا وطبيب صحي بطبيعه الحال باش نمنحوا الرخصه. وللاسف الشديد ونتكلموها بكل صراحه l'octroi de permis doit passer par un test psychologique. Ça c'est pas mal comme idée. نتكلموها بكل صراحه. راهو بيرمي اسوري. كاين بعض المدارس السياقيه تمد المدارس السياق يكون يمد البرمي بلا. الغريب في ذلك هذه عشتها انا شخصيا عشتها. ما يعرفش على اساس انه كي نوصلوا للسطوب نحبسوا. حبست انا في السطوب دخل فيا اللور وقال لي علاش تحبس. والغريب في ذلك كان معاه واحد من الحمايه المدنيه. قالوا الحمايه المدنيه فعلا هذاك السيد هو اللي على الحق. انت راك Ça m'est arrivé il y a 2 semaines. وهبط باش يتساجر معايا هبط باش يتساجر معايا. احنا المشكل ونرجعوا يعني القاعده الاساسيه قلنا قانون المرور قانون عالمي ولكن لازم نرجعوا كيفاش هذا الجيل اللي راهو صاعد كيف يحترم هذا القانون. نعم. وكيفاش نولوا نمشوا على اساس ثقافه. نعم دائما على راك تكلمت على الرادار. il faut revoir le code de la route. il faut revoir. لو كان نقول لك هذوك لا سانكسيون تاع يعطي لك ب 500,000 5000 دينار الروتري بيرمي ومن بعد يعطيه لك نو سي با نورمال. انا نشوف فيها لاسوسياسيون تاعنا لو بيرو ناسيونال تاعنا اون في دي سيتود لقينا باللي الامن ديالنا ما يقدرش يتحكم في لي زاكسيدون دو لا روت اكطوالمون. il faut revoir le retrait de permis surtout l'excès de vitesse. L'excès de vitesse, il faut le retrait de permis. Il faut la commission de discipline. Donc bon, نعطي لك un exemple. شكون اللي يديروا l'excès de vitesse؟ الناس اللي عندهم لي فواتور لوكس اللي عندهم دراهم ياك هكذا. بون باش تصيبي ان يواسي ليكسي دو فيتاس يخاف على 500,000 ولكن اكطوالمون الناس اللي عندهم الله يزيد لهم تصيبي هو اللي يدير ليكسي دو فيتاس وكي يلحق الجندار يقول له اعطيني راح نخلص ونولي. المشكل اللي لا il faut revoir les sanctions donc par rapport à l'excès de vitesse. Et surtout l'excès de vitesse هي اللي يدير في المشاكل هي اللي تخلق لا دي اكسيدون دو لا روت. اون سو كي كونسيرن هذا الفلاير هذايا سي بروتوكول اللي تكلمتي عليه. داكور. هذا سي بروتوكول سي ان نوفو موديل اللي وصلته بون سي ليدي تاع لاسوسياسيون وسينا فوالا. بون حبسنا هذو لي فلاير on a fait actuellement 10 ولايات. on a fait عين دفله on a fait Oran, on a fait Sidi Belabès, Mascara, Tieret, Blida, Tizi Ouzou, Ouergla dernièrement, Tipaza, Timimoun. Voilà, Safe Road avec une petite fille qui présente un stop et qui dit Papa, je t'attends. Voilà, c'est bien. Donc, نحن في انتظارك. هذه سي ان اوتوكولون اللي سخو فلارير تاع لي بيس وتاع لي فواتور. بالك لي سيتويان. Oui, ça va peut-être réveiller la conscience. Voilà. Bon, أنا نشوف فيها مع الأمن وكل شيء. Voilà, moi j'aimerais juste quand même pour les téléspectateurs qui ne sont pas de la génération de Azouni Allah yarhamou, donc voilà, et qui ne l'ont pas connu. Voilà, Tariq Salama était une émission phare de la télévision algérienne qui était consacrée à la sensibilisation aux dangers de la route et à l'incivisme. Voilà, il combattait l'incivisme à tout point de vue. Et donc, l'Azouni, Cheikh l'Azouni, il était sur les routes, Allah yarhamou, et vous avez tous, en tant qu'adhérents à Tariq Salama, pris exemple sur lui, n'est-ce pas? Donc, il était le membre fondateur de cette association en 1995. Non, en 95, non, j'étais Très bien. Non, pas vous, je disais que M. L'Azouni était membre fondateur. C'est M. Belkhli, mon fondateur. Oui. On a pris le relais. Bon, j'étais son ami. M. L'Azouni, j'étais son vice-président. On a fait beaucoup de choses. J'ai roulé avec lui 600 000 kilomètres. J'ai beaucoup appris de lui. J'ai beaucoup appris. Vous l'avez connu en 2017, vous avez travaillé à ses côtés 2 ans. Il était honnête dans son travail. Il était sévère.
Il était sévère. À chaque fois, Mais il avait le langage. Ce qui était attractif, c'était ce langage. Il était à la portée du citoyen. Il savait parler à toutes ces personnes qui étaient comme ça, en faute, et il savait les ramener vers, justement, vers un meilleur choix, justement. لا هو في الحقيقة ربي يرحمه أنا عشت معاه 25 سنة 25 سنة اللي قضيتها معاه وتعلمنا منه كثير ربي يرحمه ومن بعد جاء الأستاذ هو الهدف نتاعو الأوبجيكتيف تاعو شنو هو؟ يبحث ما يرقدش يبحث في الطرقات يبحث في السيارة حتى السيارة لما تروحي تقولي له الآن السيارة كيفاش شحال تمشي في الثانية شحال تقدر دير مثلا قصيدة في شحال المتر في الثانية كل هذه الأشياء جابها هو من البحوث نعم وزاد لي أكثر من ذلك عنده طريقة بسيكولوجية لأنه على كل حال ربي يرحمه تكون في ألمانيا الطريقة البسيكولوجية هذيك يجذب بها الناس لما الإنسان يسمع الصوت نتاعو ويزيد كما نقولوا احنا بالعامية يزوقوا وهنا هذه الجاذبية النفسية. On le voit à l'antenne, là on voit son image, là Yerhamou, il nous a marqué. C'est vrai que lui à l'époque il était caché. On était à Chirac. Oui, il était caché, il était derrière la caméra, donc on n'entendait que sa voix. Voilà, on entendait sa voix, ses recommandations. ونتاع الكاميرا غادي نعطيكم السر نتاعها لماذا؟ يعني علاش ما يحبش يبين روحه في الكاميرا؟ لأن لما هو يخليها كيفاش مصور العزوني هذا يعني الفيزيك فإذا الناحية النفسية نتاعو يقول لك أنا كي نبان في الكاميرا يقول له حتى الذراري يعرفوني مرة زوج ما يعودوا ما يشوفونيش نخلي لهم دائما هذه المفاجأة هذه ودائما مخفي علاش يقولوا الشرطي المخفي؟ الشرطي المخفي هذه الكلمة منين أخذها من السويد السويد لخاطر كاين بوليس انفيزيبل En Suède, il y a la police invisible. Voilà. وهذه اللي خلاها يعني دائما يخلي ما يحبش يبين روحه وقتاش بان العزوني في التلفزة بان في 2006 يعني أول صورة ظهرت على الشاشة 2006 وهذا هو شيء يعني اللي ربما ربي يرحمه كان il nous faudrait combien de l'Azonie pour que les choses aillent mieux sur le terrain? Seule, moi, j'arrive pas. On a la relève ici, Hasna Zoubeiri essaye, d'autres personnes. Une chose. Oui. Je vais le dire aujourd'hui. Mais l'Azonie, il était seul à l'époque. Il était seul. Très investi. Mais il a fait un travail de fond extraordinaire. L'association, elle a été créée en 1995. Depuis 1995 jusqu'à 2017, aucun bureau de wilaya n'a été installé. Sauf lui, qui fait du bon travail, qui se déplace. Mais l'encadrement de Tarek Salama à l'époque, ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait pour Tarek Salama. Normalement, actuellement, Tarek Salama... J'espère que votre génération et celle qui va suivre vont honorer son combat et permettre justement d'aboutir à des résultats. Actuellement, alhamdoulilah, avec la nouvelle génération... هو في الحقيقة هذه ربما ليس للتشهير أو لشيء مسيو بورابا يعني في الحقيقة رغم المرض نتاعو رغم كذا وهو يتنقل يعني من ولاية إلى ولاية راهو دار تقريب ولاية الوطن برمتهم هذا ربما تضحية نتاعو لأنه عاش هذه المآسات وبالتالي الآن تنقل تاعو هذا راهو يعني ورغم قلت لك راهو مريض يعني على كل حال عنده مريض وهذا واش يدل على أساس وطنيته كانت يعني كما نقولوا احنا وطنية كبيرة عنده إيمان على أساس أنه كي on a donné une parole à Mohamed ما نقدرش نقول له. J'espère que vous actuellement madame عندنا actuellement عندنا 43 bureaux de wilaya. Excellent. Ça veut dire que voilà, le flambeau a été bien transmis. Il a très bien été transmis aussi à notre Motar El-Murfi qui sillonne aussi et qu'on salue ce matin et qui nous a permis justement de découvrir beaucoup d'infractions sur les routes et ainsi que d'autres associations justement qui infotrafic. Je salue aussi nos amis d'Infotrafic qui font un travail extraordinaire sur le terrain. Et bien
sûr tout le mouvement associatif impliqué dans cette cause très importante pour nous. Donc on a parlé d'éducation routière ce matin avec Hasna Zoubeiri, donc dans Safety Road, avec monsieur Bouraba Hossein, président de l'association de prévention routière, Tariq Salama, dont le secrétaire général est monsieur Ben Halima Msaoud, et puis Saifullah Bahri nous a permis de parler de la section nationale motocycle pour Tariq Salama. On a été ravis de vous recevoir, messieurs, madame, et puis également ravis de vous avoir accompagné ce matin. C'est la fin de cette émission, on la termine toujours avec la voix de la Palestine, Inch'Allah Rabbi yarham shuhada'hum, et puis bien sûr par ce soutien ininterrompu de notre émission avec le peuple ghazaoui. Merci encore une fois et à très bientôt. Au revoir à tous et